Bonjour, donc je suis Anne Clément et je suis directrice de la ZABRE et je vous souhaite la bienvenue au Café ZABRE à la découverte du projet Arvan. C'est le petit mot sur le projet et pour vous dire qu'on va vous parler de la fonte des glaciers, des prélèvements sur la ressource et s'interroger de savoir si c'est une menace pour les écosystèmes aquatiques alpins. Alors avant de démarrer sur ce sujet de fond, je vais vous dire très rapidement ce qu'est un Café ZABRE. C'est une courte séquence de présentation et d'échange, 1 heure, 1 h 30, qu'on organise en visio. On en est à la 2e édition. Le but, c'est de découvrir les résultats d'un projet de recherche, comme celui développé par Sophie Covey-Frognier dans le cadre de la ZABRE, soit présenter un outil développé dans le contexte de la ZABRE et d'échanger sur leur rapport pour la gestion des cours d'eau et de leur territoire. Ces cafés ZABRE, c'est vraiment un temps de découverte, d'échange, avec les gestionnaires du bassin du Rhône, mais pas que, on peut être aussi d'ailleurs, de bureaux d'études, des partenaires et scientifiques et acteurs du réseau de la ZABRE. Ce café, il est organisé par la ZABRE et le GREI. Pour faire très simple, la ZABRE, la zone atelier bassin du Rhône, c'est un réseau de chercheurs pluridisciplinaires qui travaillent sur le bassin versant du Rhône. Et le GREI, c'est une association dont la vocation est d'accompagner le transfert des résultats produits dans le contexte de nos dispositifs aux acteurs de l'eau. C'est Café ZABRE, cette formule, elle a le soutien de l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, d'EDF et CNR, qui sont nos partenaires récurrents dans l'animation de la ZABRE. Alors, nous avons eu le plaisir de construire ce café avec Sophie Covey-Frognier, qui est chargée de recherche à INRAE, qui est écologue, spécialiste des macro-invertébrés. Elle a fait une thèse sur ce sujet hyper loin, en Équateur. Thomas Pelt, qui travaille à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et qui a piloté le plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc il est là pour cette raison. Et Vincent Auger, qui est chargé de mission scientifique et milieu naturel au Parc national de la Vanoise. Voilà, donc une intervention de témoignage. Vous êtes inscrits nombreux à ce Café ZABRE. 130 personnes se sont inscrites, on verra combien il y en a qui sont présentes. C'est toujours un peu le jeu des visios. Des personnes, en regardant les participants, de la communauté de l'eau et des milieux aquatiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de services de l'État, collectivités, bureaux d'études, quelques scientifiques, tous venus de France, mais même d'ailleurs, on a même des gens de Suisse qui sont présents. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon Café ZABRE. Comme je vous ai dit au début, nous enregistrons les interventions, mais pas les échanges. Je vous propose, pour ceux qui ne sont pas intervenants, de couper vos caméras et vos micros. Et on va démarrer en posant tout d'abord une question à Thomas Pelt, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Thomas Pelt, parce que cette action de recherche sur l'Arvan, sur la question de la biodiversité, de la ressource en eau, sur ces glaciers, c'est une question qui a été abordée dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par l'Agence de l'eau dans le cadre de l'accord cadre Agence de l'eau ZABRE. Donc Thomas, pourquoi cette question vous intéresse des glaciers? Pourquoi vous avez été curieux de savoir ce qui pouvait se faire en termes de recherche? Oui, bonjour à tous. Merci Anne déjà de la proposition d'intervenir là à ce Café ZABRE. Oui, on a été partenaire financier de cette action dans le cadre de l'accord cadre qui nous lie à la ZABRE. C'est un accord cadre qui vit depuis longtemps, hein, depuis le début des années 2000, je crois, et milieu des années 2000. Et on a une habitude dans cet accord cadre d'avoir avant qu'on soit partenaire d'une action, d'avoir un échange de fonds entre les scientifiques, les équipes scientifiques et nous, pour que d'un côté, nous, on dise quels sont les sujets qui nous semblent pertinents d'investir d'un point de vue scientifique, ou pour nous, la réponse, en tout cas, c'est les scientifiques qui peuvent l'amener dans un premier temps. Et les scientifiques, en retour, ils nous expriment où ils en sont de leur réflexion, leurs travaux. Donc, sur cette action-là,
Sophie en particulier, mais c'est un collectif, les projets Zabres, hein, c'est multilaboratoire, mais c'est Sophie qui a porté cette action. Elle est venue nous voir avec des collègues de l'INRAE aussi pour nous proposer cette réflexion sur l'évolution ou en tout cas les facteurs d'influence des peuplements hydrobiaux sur des cours d'eau qui sont sous influence glaciaire. Sachant que nous, en fait, on était un peu pris de court parce que sur ce sujet-là, on n'avait pas trop de vision de ce qu'on nous on pouvait attendre de cette question. Et c'est justement pour ça qu'au final, on a été partenaire. Mais au début, on a eu besoin de se laisser convaincre parce que, comme je le disais, c'est des types de milieux que dans le fonctionnement global de la gestion des milieux aquatiques, on n'aborde pas spécifiquement. Et on aborde très mal avec notre logique qui construit notamment les SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, qui s'appuie sur d'abord un diagnostic de pression et d'impact, et derrière d'indicateurs biologiques, notamment les macro-invertébrés, hein, qu'on va évoquer là, mais il y a aussi les poissons, le phytoplancton, etc. Et les indicateurs physico-chimiques. Et derrière, la réponse qu'on apporte pour lever les pressions. Et je pense que dans le collectif des gestionnaires de l'eau, on peut dire que ces milieux, à la fois d'altitude, de tête de bassin versant, et en plus sous influence de glaciers, ce qui est encore particulier, ça ne fait pas partie du standard de ce qu'on utilise pour construire nos indicateurs, et donc nos objectifs, et donc derrière notre programme d'action. On est sur des secteurs où on a tendance à considérer qu'ils sont faiblement soumis à pression. On imagine, et pour le coup, alors moi et la plupart de mes collègues, on connaît très mal le milieu montagnard, même si on intervient dessus, on n'est pas des acteurs du territoire montagne, donc on accompagne, mais alors à part les montagnards de passion et de loisirs qui ne manquent pas d'apprécier ces écosystèmes-là, voilà, on n'a pas de levier de réflexion spécifique à ces milieux-là, et en particulier sous influence glaciaire. Donc, ça, c'était un constat sur lequel on était d'accord avec la ZABRE. C'est des milieux qu'on appréhende mal dans nos indicateurs classiques, je veux dire. Pour autant, au niveau local, il y a les scientifiques en particulier, mais aussi les acteurs locaux, Vincent témoignera, ils ont l'habitude de les pratiquer. Autre enjeu, c'est le changement climatique. Ça, c'était un autre attaque du sujet. On a travaillé sur le changement climatique dans le domaine de l'eau. Il y a des choses qu'on sait qui sont assez bien établies par les scientifiques et sur lesquelles on s'appuie. C'est notamment qu'avec un réchauffement global auquel on n'échappera pas et dont on nous dit qu'il sera plus grave, à chaque tour, on nous dit qu'il sera plus grave que ce qu'on nous avait dit avant. Et on observe déjà la tendance. Voilà, les glaciers, à terme, déjà, il y a une accélération de la fonte des glaciers. Ça, on l'observe et on le sait, ça va s'accélérer. Et à terme, ils vont disparaître, en tout cas pour l'essentiel, et notamment les glaciers alpins. Donc ça, c'est une donnée forcément de contexte qu'il faut apprécier parce qu'on sait qu'il y a un avant et un après. Enfin, on a pas mal de systèmes au-delà du milieu hydrologique qui est considéré. Il y a l'écosystème qui est considéré. Il y a toute l'hydrologie en aval qui va être perturbée. Et l'hydrologie, c'est aussi une forme d'habitat. Et on rajoute un peu de température là-dedans. Et on sait aussi, dans les bilans qu'on a fait des travaux scientifiques sur le changement climatique, qu'on parle de réchauffement, mais en secteur de montagne, et notamment dans les Alpes, ce réchauffement sera en relatif plus marqué qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il fera peut-être moins chaud qu'ailleurs, mais la variation, elle, sera plus marquée. Et donc, les écosystèmes sont soumis à des tendances, à des variations qui seront plus fortes. Et donc, ça nous oblige un petit peu quand même à faire un zoom particulier dans la réflexion d'adaptation au changement climatique qu'on a construit, à aller voir de plus près ce qui se passe dans ces milieux-là. Et ce que je disais au début, pour le coup, en termes de compréhension des processus, qui est le premier aspect à aborder, on est un petit peu limité quand même. Donc ça aussi, c'était un autre constat qui fait qu'on s'est laissé accrocher par le projet de la ZABRE. L'autre aspect, c'est on est sur des milieux on sait avec le changement climatique que les têtes de bassin versant, qu'elles soient montagnardes ou pas, c'est des milieux qui sont plus fragiles qu'ailleurs en termes d'effet du changement climatique. On parle d'assèchement, de baisse de la contribution des pluies ou même de l'humidité en général au débit
aux nappes, aux zones humides. Voilà, les têtes de bassin versant, ça rassemble à petite échelle un peu tout ça et il faut une réponse qui soit en proportion un peu davantage investie. Donc, il y a un enjeu sur les têtes de bassin versant et donc d'autant plus sur des milieux de ce type-là. Voilà. Je vais sur les motivations globales. Anne, je ne sais pas si tu voulais me reposer une autre question. Je pense que on a bien vu les choses et sur cette action, on part vraiment sur de l'observation, ce qui est quelque chose. C'est un petit commentaire juste là-dessus et je m'arrête là pour laisser la place aux autres. C'est le projet, c'est un projet qui a la particularité d'acquérir beaucoup de données. Et nous, d'habitude, on n'est pas très friand de ce genre de projet où on aime bien être plutôt dans la partie aval de la connaissance et de la description et donc presque au niveau outil. Mais néanmoins, là, on est d'accord. Il fallait acquérir de la donnée. Et notamment, il y a une dimension métrologie particulière qui était à développer, que Sophie ne manquera pas d'évoquer, je pense, et liée à des situations que je vais qualifier un peu extrêmes, entre guillemets, même si on n'est pas dans les grands extrêmes. Mais malgré tout, c'est compliqué d'aller suivre ces milieux-là. Et ça, c'est une dimension du sujet. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, au final, on a amené donc, un soutien à la fois financier et autant que possible de réflexion à ce sujet-là. Merci beaucoup, Thomas. Je vais céder maintenant la parole à Vincent Auger, qui est chargé de mission au Parc national de la Vanoise, qui est donc gestionnaire au niveau de ces zones de haute altitude. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ces zones d'altitude, il y a beaucoup de structures qui s'y intéressent. Oui, bonjour. Donc, en fait, ma connexion doit être pas bonne, j'ai pas entendu la fin, mais donc pour introduire la présentation de Sophie, je rejoins complètement ce que Thomas Pelt vient d'expliciter et de présenter. Donc, la Vanoise, pour resituer, c'est le deuxième complexe glaciaire de France, que ce soit en surface ou en nombre de glaciers. Et en fait, notre réseau hydrographique qui est dense est fortement influencé par tous ces glaciers et leur fonte. Et nous, ça fait quand même plusieurs années que l'on essaye de motiver les différents acteurs du territoire, à la fois locaux, mais aussi jusqu'au niveau de l'agence de l'eau, pour leur faire prendre conscience que toutes ces zones de haute altitude ont une grande importance par rapport à tout le réseau qui va ensuite, qui est plus bas dans les vallées. Et c'est vrai qu'un point qui nous a toujours énormément surpris, c'est que les zones d'altitude sont considérées par défaut comme des zones en bon état au niveau hydrographique. Alors qu'en fait, on a plutôt tendance à fortement nuancer. On a quand même sur notre territoire des grands domaines skiables, avec des usages de l'eau notables. Et ce qui est aussi la particularité, peut-être pour la plupart des gens qui assistent à ce café, mais qui ne connaissent pas bien le contexte, même en zone cœur de parc national, donc qui est la zone protégée, en fait, ce qu'il faut savoir que c'est par endroits, donc à la fois des pressions en matière d'hydroélectricité, parce qu'on a quand même pas mal d'ouvrages de prélèvement d'eau, EDF notamment, qui sont antérieurs à la création du parc et qui continuent de fonctionner. Mais on a aussi beaucoup de pastoralisme, on a de l'alimentation domestique pour des chalets ou des refuges. Voilà. Donc, les choses sont vraiment à nuancer et c'est vrai qu'on est très demandeur de travailler en collaboration avec des organismes de recherche comme Sophie. Et même si ce qu'elle va vous présenter ailleurs sur tous ces sujets-là, et on est fortement demandeur qu'on puisse continuer à travailler ainsi. Voilà. OK. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. Donc, à présent, je propose de donner la parole à Sophie. On est curieux de ce projet qui se termine, des résultats qu'il a produits. Thomas disait qu'il y avait beaucoup de données. Toi, tu as un regard sur les Alpes, mais tu as une connaissance des glaciers à l'échelle mondiale qui est super intéressante aussi. Voilà, donc la fonte des glaciers, les prélèvements sur la ressource, est-ce que c'est une menace pour les écosystèmes aquatiques alpins? Je te laisse la parole. Je propose que les gens qui ont des questions peuvent le mettre dans le fil de la discussion et on les prendra à l'issue de la présentation de Sophie.
Merci beaucoup Anne et bonjour à tous. Merci beaucoup Anne pour avoir préparé et organisé ce Cafés Arbres. Alors moi, effectivement, je vais vous parler des écosystèmes aquatiques alpins. Alors, quand vous vous baladez en montagne, après plusieurs heures, plusieurs jours, et que vous arrivez sur ce magnifique écosystème aquatique alpin, vous vous dites « Waouh, un pristine écosystème ». Alors, vous le dites en anglais parce qu'en français, on dit écosystème vierge et quand même, ça ne sonne pas très joli. Alors que pristine, ça sonne un peu plus cristallin, comme la couleur de l'eau. Mais en tout cas, vous vous dites, ici, il n'y a pas d'impact. Et c'est exactement ce que viennent de dire Thomas et Vincent. C'est vraiment l'image qu'on a dans ces zones un peu plus reculées, en montagne, il n'y a pas d'impact. Et justement, c'est l'objet de ce projet, d'identifier si oui ou non il y a des impacts, s'il y en a, quels sont-ils, et quels vont être leurs effets sur la biodiversité aquatique alpine. Bon, alors il y a des impacts, désolé, mais c'est ça la réponse. Et nous, on va s'intéresser particulièrement à la pression sur l'eau. Avec le premier impact, la fonte des glaciers, illustré ici avec deux photos du glacier de Sarenne, il y a plus de 100 ans, et actuellement. Et en réalité, là, vous voyez, il y a deux tout petits bouts un peu grisâtres. En réalité, là, le glacier, en 2022, il lui reste plus que 3-4 ans. Donc, premier impact, la fonte, voire la disparition des glaciers. On a aussi dans ces zones, bien sûr, le captage d'eau, soit directement dans les rivières, soit à travers des retenues collinaires pour la production de neige de culture. On a aussi des centrales hydroélectriques. Et voici sur ce graphique, finalement, l'augmentation du nombre de centrales hydroélectriques à plus de 1500 mètres qui sont construites en France, avec comme illustration, ici, une centrale qui vient d'être mise en route dans les années en 2019. Sous le glacier de Tacona, voilà, la prise d'eau, elle est à moins de 500 mètres, 500 mètres, disons, du glacier de Tacona. Donc voilà, on va analyser dans ce projet quels sont les impacts de la pression sur l'eau sur les écosystèmes aquatiques. Alors pour cela, on va d'abord avoir besoin de caractériser la ressource en eau du bassin versant. On va s'intéresser bien sûr au retrait glaciaire, aux usages et voir comment ces deux points en fait ont un effet et vont altérer ou pas le débit dans notre bassin versant. On va s'intéresser à caractériser les habitats aussi bien en ce qui concerne la physico-chimie que l'hydraulique de toutes les rivières qu'on va retrouver dans notre bassin versant. On va aussi s'intéresser à caractériser les communautés aquatiques. Alors en particulier, on va travailler sur les macro-invertébrés benthiques et on va s'intéresser à finalement quel est le paramètre environnemental, plutôt physico-chimique ou plutôt hydraulique, qui va structurer la distribution spatiale de nos communautés. Alors, juste, je vous demande 2 secondes, voilà, j'ai plein de trucs qui m'empêchent de voir ma diapo. Voilà, c'est bon. Alors, pour étudier tout cela, on s'est installé, on a choisi le bassin versant de l'Arvan. Pourquoi? Le bassin versant de l'Arvan, c'est un petit bassin versant de 60 km². Il est au niveau du massif des Grandes Rousses. En réalité, il est juste à l'intersection entre massif des Grandes Rousses et massif des Arbres. L'Arvan, ici, c'est un affluent de l'Arc, lui-même affluent de l'Isère et du Rhône. Alors, pourquoi on a choisi ce bassin versant? La première raison, c'est qu'il inclut le glacier de Saint-Sorlin. Voici le glacier de Saint-Sorlin, qui a la particularité de faire partie d'un des glaciers qui est suivi par Glacioclim. Alors, Glacioclim, c'est un observatoire où des glaciologues font des mesures depuis plus d'une 50aine d'années dans plusieurs glaciers dans le monde. Et en France, il y a seulement 5 glaciers qui sont suivis, dont le glacier de Saint-Sorlin. Alors, pour notre étude, c'est vraiment très important d'avoir des données glaciologiques. Donc, tout naturellement, on s'est mis dans ce bassin versant-là. Aussi, ce bassin versant, il fait partie d'un site atelier de la zone atelier bassin du Rhône. Et par conséquent, à l'exutoire, il y a des données hydrologiques et de turbidité depuis une 20aine d'années qui sont également très intéressantes pour nous. Alors, on va commencer par la première partie, identifier la ressource en eau et les pressions et les usages. Et on va s'intéresser d'abord aux glaciers. Alors, les glaciologues, ils analysent notamment les images satellites afin d'identifier la diminution, de quantifier surtout la diminution des superficies. Et à partir de ces images satellites, on peut observer qu'il y a, depuis les années entre 1952 et 2015, on a perdu
plus de 40% de la superficie des glaciers. Aussi, ils réalisent des mesures pour estimer l'ablation, c'est-à-dire la variation d'épaisseur pendant l'été. Donc, ils vont aller sur le terrain et à plusieurs balises. Donc, vous imaginez le glacier, toute la superficie. Il y a, par exemple, une trentaine de balises qui recouvrent le glacier. Et au niveau de ces balises, chaque mois, pendant l'été, ils vont mesurer la différence d'épaisseur d'une date à l'autre. Et ça va permettre, en faisant une interpolation sur toute la superficie du glacier, d'identifier finalement le volume qui est produit par l'eau de fonte chaque été. Et sur ce graphique, vous pouvez identifier, ou en tout cas observer, entre 1996 et 2012, on a en moyenne le volume qui est produit par le glacier l'été, et on voit que globalement, ça diminue. Et alors, mauvaise nouvelle, ça ne va pas, enfin, vous étiez au courant, ça ne va pas finir, ça ne va pas s'arrêter de diminuer tout de suite, parce qu'on peut observer sur ce graphique que finalement, le glacier de Saint-Sorlin, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. On a sur ce graphique, à partir de modèles glaciologiques basés sur des images satellites, encore une fois, l'estimation de la réduction de la superficie du glacier de Saint-Sorlin de 2020 jusqu'à 2100, selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Mais globalement, peu importe le scénario, en 2060, on n'aura plus de glacier et en 2030, il ne restera plus que 20%. Alors, si on veut comparer avec les Alpes, voici ici le même graphique sur toutes les Alpes. Seulement, il faut comparer le orange avec ici le bleu clair et le rouge toujours avec le rouge. On voit que la pente est quand même plus forte pour Saint-Sorlin. Et ça, c'est logique parce qu'on a quand même un petit glacier qui est finalement pas très haut en altitude. Maintenant, si on dézoome encore et qu'on se met à l'échelle des 215 000 glaciers dans le monde, on se rend compte que vraiment, Saint-Sorlin, il va disparaître globalement plus vite que les autres. Alors, c'est normal parce que là, dans le monde, on compare aussi avec des énormes glaciers dans les pôles. Mais néanmoins, la conclusion est que la contribution finalement en eau de fonte glaciaire dans le bassin versant de l'Arvan, elle n'est pas illimitée dans le temps. Ça, c'était le premier constat. Maintenant, on va passer sur le côté, on va dire, hydrologie pure. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ce bassin versant, on a la station qui est gérée par la DREAL depuis 2020 à l'exutoire du bassin versant. Quand on a voulu démarrer notre projet, on a voulu installer plus de stations hydrauliques. Moi, j'étais assez positive à ce sujet-là. En réalité, ça a été bien plus compliqué que ce que j'espérais. Donc, on a d'abord mis en place cette station, ici, juste avant la confluence de notre rivière strictement glaciaire avec une rivière d'influence niveau pluvial. L'objectif, au départ, c'était vraiment d'avoir en amont de chaque confluence pour bien déterminer les régimes hydrologiques de chacune des typologies des rivières. Bon, après l'installation, un mois plus tard, on est revenu et on a perdu notre rocher de 2 mètres cubes. Pour vous prouver que c'est vraiment une zone qui est très, très instable, on a ici notre collègue hydrologue. S'il était resté sur place, on ne verrait même plus le haut de sa casquette rouge. Donc vraiment, c'était catastrophique dans ce bassin versant de mettre en place des mesures hydrologiques. Alors, on a insisté néanmoins et on a quand même réussi à installer ici, vraiment à l'amont, très, très proche du glacier, une station qui mesure depuis 2019 et juste avant la confluence, sous un pont, une autre station hydrologique. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important d'avoir des mesures de débit, d'avoir des mesures continues, et on n'a toujours pas assez de mesures de débit continues. Donc voilà, pour information, dans ce bassin versant, il y a au moins ces 3 stations hydrologiques qui courent et qui, j'espère, vont mesurer encore pour un certain temps. Donc, à défaut d'avoir des mesures de partout, on s'est rabattu sur des modèles hydrologiques. Alors, je dis rabattu, mais en réalité, c'est très positif. Et on a utilisé un modèle qui s'appelle J2000. Alors, il s'agit d'un modèle hydrologique semi-distribué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous explique rapidement le concept. On a ici notre bassin versant qui est découpé en plein de petites mailles de tailles différentes, mais qui ont la particularité d'avoir des caractéristiques homogènes au sein de la maille. Caractéristiques notamment d'évapotranspiration et d'infiltration d'eau. Donc, on a toutes ces mailles. Les données d'entrée seront la température et la précipitation, et les données sorties vont être bien sûr les débits.
La particularité de ce modèle, c'est qu'on peut déclarer qu'une maille est un glacier. Donc, ça permet notamment de prendre en compte le fait qu'on a un glacier dans notre bassin versant. Petit détail, à l'époque où on a commencé ce projet, le modèle hydrologique ne permettait pas de faire fondre le glacier. Donc, ce n'est pas grave si on fait des modélisations sur 5 ou 10 ans. Si on fait des modélisations sur 100 ans, là, c'est très important, parce que sur 100 ans, on va perdre l'influence glaciaire. Donc, il va être important de prendre en compte dans le futur cette dynamique glaciaire. Néanmoins, pour l'instant, voici ce qu'on obtient comme données hydrologiques. Alors là, je vous ai juste présenté simplement les moyennes mensuelles à l'exutoire, seulement pour vous montrer, vous illustrer que sur ce bassin versant, sur cette rivière, on a vraiment une très, très forte variabilité saisonnière qui est liée en fait à la fonte de la neige ici au printemps et à la fonte du glacier l'été. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que pendant l'été, on a quand même presque 40 à 60% du débit qui provient de la fonte du glacier. Donc, ce n'est pas négligeable. Allons voir maintenant les usages. Grâce à des enquêtes auprès des communautés de communes, de la mairie, des DDT, on a pu identifier des gros groupes d'usage de l'eau. Et en fait, le plus important, c'est la neige de culture en grès. Donc, on a plus de la moitié de la production de la neige de culture qui est prélevée directement soit dans la rivière de l'Arvan, soit via les retenues collinaires. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que environ un tiers de l'eau potable est aussi utilisée pour la neige de culture. Alors finalement, si on prend le total de volume, le total du mètre cube utilisé par an dans ce bassin versant, ça représente que 1% de l'eau disponible dans le bassin versant. Par contre, si on s'intéresse maintenant à la centrale hydroélectrique qu'on retrouve à l'aval de ce bassin versant, on n'a pas pu obtenir les données de débit turbiné par cette centrale. Néanmoins, si on regarde seulement les arrêtés préfectoraux et qu'on soustrait au débit de l'Arvan le débit minimum, et ici, en fait, le débit maximum qui peut être turbiné, voici une estimation très, 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 très grossière du débit moyen turbiné sur cette microcentrale. Maintenant, si on s'amuse à faire une soustraction, c'est-à-dire à enlever au débit de l'Arvan le glacier, on tombe sur ça. Alors, il ne faudra vraiment pas faire ça, il faudra vraiment faire des simulations dans le temps hydrologique. Mais tout de suite, là, on va juste faire une soustraction. On obtient cette courbe bleue. Et pour les débits turbinés, on obtient cette courbe jaune. Donc, c'est juste pour montrer que si on enlève le glacier, on aura finalement un gros pourcentage de débit turbiné potentiel qui ne sera plus possible. Voilà, maintenant, on va passer sur la partie écologie. Et d'abord, on va s'intéresser aux habitats. Dans ce bassin versant de l'Arvan, avec ici une rivière avec influence glaciaire, ici des rivières d'eau de source, ici des rivières influence niveau pluvial, on n'a finalement pas un habitat, ni des habitats, mais on a une mosaïque d'habitats. Ce qui se passe, c'est que la rivière glaciaire, généralement, elle est froide, elle est turbide. Pourquoi turbide? Parce que quand le glacier descend, il râpe la roche et forme une farine glaciaire qui est mise en suspension dans l'eau. On a, à contrario, des eaux de source qui sont plutôt très claires, avec de l'eau stable. Et finalement, toutes ces eaux qui se mélangent sur un gradient latitudinal, ça crée une mosaïque d'habitat, vraiment une hétérogénéité environnementale extraordinaire. Et notre question, ça va être, est-ce que c'est la même chose ou pas pour les communautés aquatiques? Et quel est le paramètre environnemental qui va structurer le plus cette communauté aquatique? Donc pour ça, si on reprend notre bassin versant de l'Arvan, avec 20 sites, on avait vraiment 20 sites d'études hydrobio. À chacun de ces sites, on a fait une caractérisation physico-chimique. On a fait une caractérisation hydrologique. Alors, on a utilisé justement nos sorties de modèles hydrologiques et on a utilisé des indicateurs qui permettaient vraiment de caractériser le régime. Est-ce qu'on est plutôt sur un régime très stable de source ou est-ce qu'on est dans un régime de niveau glaciaire avec une augmentation de débit pendant la fonte de la neige et la fonte de la glace? Voilà à quoi servaient ces métriques.
On a ensuite mesuré, échantillonné les macro-invertébrés benthiques à l'aide de Surber. On a fait 5 Surber par site. Et à chaque fois, on a également mesuré la vitesse, la hauteur d'eau et caractérisé le substrat. Voilà. Et maintenant, la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a dans ces rivières? Quelles sont les communautés? Est-ce qu'elles sont différentes ou pas entre les sites? Et surtout, quels facteurs les structurent? Alors, voici le résultat. Je vais vous expliquer ce graphe. Chaque point, c'est un site. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a pas que 20 points. C'est vrai, il y en a 66, parce que dans cette figure, finalement, je n'ai pas mis seulement les résultats de l'Arvan, j'ai aussi rajouté les résultats du bassin versant, de l'Arve et de la Vanoise. Mais comme on a fait exactement la même chose, je vais vous donner directement les résultats sur ces 3 bassins versants. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que finalement, cette carte, elle décrit un peu les communautés d'invertébrés. Si entre ce point Z6 et Y15, on est assez loin là, entre ces 2 points, donc ça veut dire que nos communautés, elles sont très différentes. Alors que les communautés entre le Z2 bleu foncé là et le X26 bleu clair, là, on a des communautés très très proches. Les couleurs indiquent la source de l'eau. On a en bleu foncé ici des eaux très 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 glaciaires, on est très proche du glacier. En marron orange, là, ce sont plutôt des eaux de source. En vert, c'est un mélange de source et de pluie. Et puis en bleu clair, on a un petit peu d'influence glaciaire, un petit peu de neige, un petit peu de source. Et ce qui est important vraiment de voir dans cette carte, c'est que finalement, à l'échelle du bassin versant, on a vraiment une hétérogénéité assez forte des assemblages d'espèces, des communautés. Et on a des différences très très fortes entre si on est dans une rivière glaciaire, là on a des communautés très spécifiques qui sont notamment en fait caractérisées par pas beaucoup de richesse. Cet invertébré-là qu'on appelle des diamycinés, c'est un diptère, des larves d'insectes qui sont des diptères. Alors que dans les sources, finalement, on va avoir un peu plus de richesse. Et notamment, alors ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est juste pour vous dire que là, Crenobia alpina, elle n'aime pas du tout l'influence glaciaire. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans des eaux avec un petit peu d'influence, on peut trouver des surprises. Alors voici la surprise, c'est Rythrogena delphinensis. Donc ça, c'est une éphémère, encore une fois, une larve d'insecte. Et elle a la particularité d'être uniquement dans le massif de larves. On a retrouvé un spécimen d'une population qui n'avait pas été identifiée depuis plus de 30 ans. Donc c'est quand même assez rare. Donc voilà, première question. Est-ce qu'on a, quelle est la communauté d'invertébrés? Finalement, on a des assemblages d'espèces qui sont très différents entre toutes nos rivières alpines et on a une assez forte richesse. En fait, on a trouvé dans ces 66 sites plus de 187 taxa, dont vraiment, en fait, il y en avait 40 qui étaient très, très, très dominants. Maintenant, on va s'intéresser à quels paramètres environnementaux structurent ou pas ces organismes-là. Alors, on n'a pas fait l'exercice sur les 187, on a fait l'exercice sur seulement les espèces les plus dominantes, où il y avait suffisamment d'abondance pour essayer de comprendre quelque chose. Et la question, c'était, est-ce que c'est l'hydrologie, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est l'hydraulique qui va faire que l'espèce se retrouve en quantité assez forte ou pas dans cette rivière? Alors ici, je vous donne les résultats seulement pour 3 taxons, et il y a seulement les paramètres environnementaux qui sont importants, qui sont représentés. On a l'abondance en ordonnée. Alors, si on prend par exemple ici Rythrogena, là, c'est la vitesse. On voit que l'abondance de cette espèce, de ce genre en réalité, augmente avec la vitesse. Donc, c'est une espèce rhéophile, elles aiment les courants forts. Globalement, à l'échelle de notre communauté, ce qu'on a identifié, c'est que 83% des taxons étaient influencés par la turbidité, et plutôt négatifs en réalité. Là, vous avez l'exemple d'un similidé. Similidé, c'est un invertébré qui filtre. Et donc, on peut imaginer qu'en filtrant l'eau, normalement plutôt pour capter de la nourriture, il va avoir ces appareils filtrants qui vont être complètement colmatés par la farine glaciaire, qui, elle, par contre, n'est pas très digeste. Voilà pourquoi ils sont plutôt impactés de manière négative. On a presque la moitié qui est impactée par un fort débit l'été.
la majorité n'aime pas trop, contrairement au diamessiné. Lui, c'est normal, on le retrouve surtout dans les rivières glaciaires. Et on a 40% qui sont impactés par la température. Donc, en conclusion, on a quand même une faune qui est assez spéciale, qui est assez spécifique, qui va dépendre de la ressource en eau. Et là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire un modèle global en disant si la température change, voilà ce qui va se passer. Il va falloir prendre en compte plusieurs paramètres, et notamment la turbidité et le débit qui a une importance assez cruciale. Alors, pour reprendre un petit peu les objectifs de notre projet, je reprends le graphique du départ avec tous nos objectifs. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a réussi finalement à caractériser la ressource en eau dans notre bassin versant. Et ça, c'était grâce notamment à la modélisation J2000, aux données qui étaient mises en place grâce à la ZADRE. Et j'insiste encore une fois sur la mise en place de 2 nouvelles stations hydrauliques parce qu'on a toujours besoin de plus de mesures de débit en continu. On a pu caractériser le retrait glaciaire, notamment grâce au modèle des glaciologues, mais aussi grâce aux données de Glacioclim, et caractériser les usages. Voir quel était l'effet de ces 2 pressions sur la ressource en eau. Alors, j'ai mis en pointillé parce qu'en fait, on n'a travaillé que sur l'historique et maintenant, il pourrait faire les simulations dans le futur. On a quand même une bonne idée des communautés d'invertébrés qu'on retrouve dans nos rivières de montagne, notamment grâce à la mise en place d'une base de données de 66 sites. Et comme disait Thomas Pelt, en fait, c'est assez extraordinaire d'avoir une base de données si importante. En fait. Et là, vraiment, merci à l'équipe technique de l'INRAE qui ont vraiment beaucoup aidé à l'identification des invertébrés et aussi à Juliette Becquet qui a fait ça pendant sa thèse. Et enfin, on a bien compris quels étaient les impacts des conditions environnementales sur la structure des communautés et on a réussi à identifier 20 taxons cibles qui pourront être utilisés après pour la mise en place de débits écologiques. Et là, je voudrais juste attirer votre attention sur ce qui reste à faire et qui est vraiment très important. Un premier point, c'est maintenant simuler les débits dans le futur, mais en prenant en compte la dynamique glaciaire. Donc, en prenant en compte un module de dynamique glaciaire, il a été réalisé et mis en place en parallèle de ce projet, mais maintenant, il faut l'appliquer. Et le deuxième point, c'est vraiment de réaliser des modèles de préférence hydraulique, c'est-à-dire identifier, pour les invertébrés les plus dominants, est-ce qu'ils préfèrent être dans un état avec un courant rapide ou pas, afin de comprendre si l'altération du débit va significativement les impacter ou pas. Donc, juste en petite conclusion générale, des résultats du projet, globalement, avec, comme je vous ai dit, une mise en place de bases de données hydrologiques et biologiques. Et un tout petit point sur ce qui est maintenant primordial. Donc, vraiment inclure la dynamique glaciaire dans la modélisation hydrologique, pas seulement du bassin versant de l'Arvan, mais en fait du Rhône, parce que le bassin versant du Rhône est quand même sacrément influencé par des glaciers. Mettre en place ces modèles de préférence d'habitat, comme je vous disais. Alors, pourquoi c'est important? En France, actuellement, ce qui est utilisé pour identifier, faire des études d'impact de l'effet de l'altération du débit sur un écosystème avant la mise en place d'une centrale ou d'une autre infrastructure, ce sont les modèles de préférence d'habitat. Le problème, c'est qu'ils ont été majoritairement calibrés sur des poissons et que dans notre zone, on n'a pas ou peu de poissons. Donc, on se retrouve avec ce genre de phrase dans la presse. Alors, je vous lis. En termes écologiques, aucun impact négatif puisque la nature te rend. Donc, pas de poissons, pas d'impact. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en réalité, il n'y a pas que des poissons et il y a aussi d'autres organismes, une autre faune qui peut être impactée par ces altérations de débit. Donc là, ce qui est vraiment mais pour les invertébrés. Et enfin, quelque chose qu'il faut vraiment établir et continuer, c'est des suivis long terme écologiques, car on ne remplacera jamais les observations long terme pour vraiment observer comment va évoluer une communauté, la biodiversité de ces rivières face au retrait glaciaire. On est en train, la Vanoise met en place ça sur les rivières en aval des glaciers du parc. Voilà pour ma présentation.
une petite partie de l'équipe, donc notre équipe glacio-hydro-écologue, entre les différents instituts de recherche entre Grenoble et Lyon. Merci beaucoup, Sophie, pour ton intervention qui était très claire et pédagogique pour nous présenter les résultats de ce projet. Peut-être qu'on peut faire rebondir avant de passer aux questions. Tout de suite, Vincent Auger, sur la partie, tu as tendu une perche, on t'a tendu une perche, Vincent, pour nous parler un peu des stratégies de connaissance que vous avez au niveau du parc de la Vanoise en termes de données. Oui, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, à l'échelle de notre territoire, donc on est très très content de contribuer à des programmes tels que celui que Sophie vient de vous présenter. Mais en fait, on investigue aussi d'autres compartiments. Et en particulier, ça fait quelques années que l'on a mis en place des suivis sur les lacs d'altitude. Donc, c'est un programme qui s'appelle Lac Sentinelle, alors qui ne se fait pas dans le cadre de la ZABRE, mais plutôt de la zone Atelier Alpes, mais qui rejoint énormément, puisqu'en fait, on travaille beaucoup en collaboration avec les unités de recherche de Chambéry, de Thonon, voilà, qui sont aussi impliquées. Et en fait, ce qui est intéressant et qui complète un petit peu l'intervention de Sophie, c'est que les lacs d'altitude sont aussi très, très directement influencés par les glaciers. Et en particulier, on a 2 de nos 5 lacs suivis qui avaient été choisis à l'origine parce qu'ils étaient justement avec des fonctionnements glaciaires. C'est-à-dire que les eaux qui alimentaient ces lacs étaient des eaux de fonte de glacier. Et en fait, au bout de 3 ans, il y a un des lacs le glacier était tellement petit qu'en fait, il a fini de fondre et il n'y avait plus d'eau glaciaire qui arrivait. Et le dernier, il y a eu une déconnexion par rapport à le sens d'écoulement des eaux. Et en fait, on s'aperçoit que du jour au lendemain, en fait, ces écosystèmes sont en train de changer. C'est-à-dire qu'ils passent d'eau excessivement turbide, comme les cours d'eau, à des eaux complètement transparentes, avec des températures qui explosent complètement. C'est-à-dire que le lac de l'Arpon, il était entre 4 et 5 degrés pendant toutes les saisons. Et là, d'un coup, l'année où il s'est déconnecté, l'eau est montée à 12, 13 degrés en été. Et donc, ça va forcément avoir un impact majeur aussi sur les communautés écologiques. Donc, en fait, via ces programmes, on a exactement les mêmes objectifs et les mêmes observations, en tout cas, que ce que Sophie vous a présenté. Et le deuxième point que je voulais aussi, sur lequel je voulais présenter, c'est que du fait que les cours d'eau de haute montagne, peu de personnes s'y intéressent, on s'y attelle actuellement en Vanoise. Et donc, on a commencé à faire un état des lieux des cours d'eau et qu'on devrait, j'espère, pouvoir finaliser là cette année, voilà, pour avoir justement, plutôt sous l'angle des pressions, dans un premier temps, avoir un état des lieux global sur le massif. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette expression de travail en collaboration avec les scientifiques, que ce soit de la zone Atelier Alpes ou de la ZABRE, et de la nécessité qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour produire de la donnée long terme.